Bonjour. Donc vous savez maintenant que euh, on souhaite transformer une matrice A en une matrice diagonale. Et cette nouvelle matrice qu'on appelle A' jusqu'à maintenant, elle sera égale à P moins 1 à P, avec P, c'est la matrice de passage de la base B à la base B', de l'ancienne base à la nouvelle base. Maintenant, cette matrice A', si je l'écris comme étant A' égale lambda 1, puisqu'elle est diagonale, lambda 2, et avec des zéros sur l'antidiagonale. Qu'est-ce qui se passe si je calcule par cette matrice, ou bien par cette représentation de f, l'image d'un vecteur, ou bien du vecteur de la base dans laquelle cette matrice s'écrit de cette manière. Donc, si je prends la base B', qui est égale à V1, V2, si A' est écrite dans cette base B', donc A' n'est autre que la matrice de f dans la base B'. Donc c'est la matrice qui donne f de B' en fonction de B'. Et donc c'est f de V1 en fonction de V1, V2. D'accord? Parce que là, B' ce n'est autre que V1, V2, et le f de B' en haut c'est f de V1, f de V2. D'accord? Donc quand je dis représenter f de V1 en fonction de V1 et V2, et je dis que la matrice elle est diagonale, donc là j'ai lambda 1, 0, 0 et lambda 2, ça signifie que l'image de V1 c'est égal à lambda 1 V1 plus 0 V2, donc c'est lambda 1 V1. Et pareil, l'image de V2 ce n'est autre que lambda 2 V2. Donc V1 et V2 ne sont que les deux vecteurs qui, si je calcule leur image, je n'obtiens que le même vecteur mais multiplié par un facteur lambda 1 ou par un facteur lambda 2 pour V2. Donc il est prolongé ou bien compressé si lambda 1 est positif ou négatif. Donc c'est ce résultat que je vais utiliser pour définir lambda 1 et lambda 2 et V1 et V2. Et je vais dire que lambda 1 et lambda 2 sont les valeurs propres de A, et V1 et V2 sont les vecteurs propres associés à lambda 1 et lambda 2. D'accord? Maintenant, évidemment, le V1 et V2 et lambda 1, lambda 2 n'existent pas toujours, tout le temps. Donc, il faut maintenant chercher quand est-ce qu'elle existe, quand est-ce que je peux représenter cette matrice de manière diagonale, ou bien je peux trouver des vecteurs qui forment, ou bien qui sont suffisants pour que cette matrice soit écrite sous forme diagonale. Évidemment, il faut que le nombre de ces vecteurs V1 et V2 soit égal à la dimension, parce que sinon, ils ne peuvent pas former cette base que je souhaite avoir dans laquelle la matrice est diagonale. Parce que si on n'a pas V1 et V2, on ne peut pas avoir lambda 1 et lambda 2 qui sont les valeurs propres qui définies comme de cette manière-là. D'accord? Donc maintenant, on commence le chapitre vraiment. Donc, endomorphisme, réduction des endomorphismes et matrices. Je rappelle déjà que L de E est l'ensemble de tous les endomorphismes de E. Donc, ce sont les applications linéaires qui vont de E dans E. GL de E, c'est l'ensemble de tous les automorphismes, donc ce sont les endomorphismes bijectifs. Et GLN, c'est l'ensemble de toutes les matrices carrées d'ordre n. Donc GLN de K, donc ce sont toutes les matrices carrées d'ordre n à coefficient dans K. D'accord? Maintenant, on rappelle que si B1 est une base de E, alors il existe un isomorphisme entre les espaces vectoriels sur K, L de E et Mn de K, dans le sens que pour toute f endomorphisme défini dans L de E, on peut trouver une matrice dans Mn de K qui est associée à f et vice versa. Donc, je peux associer à tout f une matrice et à toute matrice une application f. Et évidemment, la dimension de ce L de E, c'est égal à la dimension de Mn de K, puisqu'il s'agit d'un isomorphisme.
Et la dimension de Mn de K, donc c'est la dimension de la matrice N, donc c'est, vous savez, c'est bien N au carré. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais définir maintenant les vecteurs propres comme étant, comme je l'avais dit avant, hein, mais je le rappelle ici parce que je vais le définir de deux manières différentes. Si je parle d'un endomorphisme f, donc je vais définir la valeur propre comme étant la valeur lambda 1 et le vecteur propre comme étant le vecteur associé V1, tel que f de V1 égale lambda 1 V1. Et si je parle d'une matrice A, je vais définir la valeur propre lambda 1 et le vecteur propre V1 comme étant le vecteur et la valeur qui vérifie A fois V1 égale lambda 1 V1. Donc, ça c'est en termes d'endomorphisme et ça c'est en termes matriciels. Et donc, tout ce que je vais faire dans ce chapitre, je vais le faire à chaque fois d'une forme matricielle et d'une forme d'endomorphisme. D'accord? Donc, du coup, je dis ici au début que faites attention à tout endomorphisme F, je correspond à une matrice MFB et vice-versa pour dire que ce que je vais définir pour F, je vais le définir en parallèle pour M. Et je rappelle aussi un résultat qui dit que si F est un endomorphisme, alors pour démontrer que F est bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective ou bien surjective. Donc on a équivalence entre ces trois choses. F surjective, F bijective, F injective. Et aussi évidemment puisque F est injective, donc le curl de F dans ce cas sera égal à 0. Et aussi si B est une base de E et A est MFB, alors F de X égale A fois X et X c'est la matrice grand X, je veux dire, c'est la matrice de petit x dans la base B. Le X qui est là. D'accord? Donc dans les exemples que j'ai fait moi avant, le petit x ici était un couple xy et le grand x ici était le vecteur colonne. D'accord? Donc ça, ce sont des rappels. Définition. On dit que lambda appartenant à K est une valeur propre de F s'il existe un vecteur, ici on l'appelle x, dans E-0, évidemment ce vecteur ne doit pas être 0, parce que si ce vecteur était 0, le résultat il est évident, on a 0 égale 0, tel que f de x égale lambda x. Donc c'est ce que j'ai fait avant, f de v1 c'était égal lambda 1 v1, là on appelle f de x égale lambda x. Et donc ce vecteur là, x, on l'appelle un vecteur propre. Donc on dit que x est un vecteur propre s'il existe lambda, tel que f de x égale lambda x. Donc on a donc ce sont deux choses associées. Donc si on a lambda et on peut trouver le x associé, donc x sera le vecteur propre associé à lambda et lambda le vecteur propre, la valeur propre pardon, associée à x. Donc faites attention qu'on ne peut pas avoir deux valeurs propres pour un seul vecteur propre. C'est impossible. Si on a un vecteur propre, il y a une valeur propre unique associée à ce vecteur propre. Parce que en fait, si on a deux valeurs propres, donc on a f de x égale lambda x et f de x égale lambda prime x, donc on peut ramener tout le monde d'un seul côté, donc on a lambda moins lambda prime x égale 0, mais x différent de 0, donc lambda égale lambda prime, donc finalement on a la même valeur propre. Pareil, on fait pareil pour les matrices. On dit que lambda est une valeur propre de la matrice A. S'il existe un vecteur x dans Mn1 de K, donc c'est un vecteur colonne quoi, il a la taille de n, privé de 0, tel que ax égale lambda x. Donc c'est la définition de la valeur propre. Et pareil, on définit le vecteur propre grand x comme étant le vecteur tel que ax égale lambda x. Donc j'ai parlé de tout ça dans l'introduction. Maintenant, on va définir l'ensemble de tous les vecteurs propres, toutes les vecteurs propres. Si on trouve 5 vecteurs propres, alors l'ensemble de ces 5 vecteurs, on l'appelle le spectre de f et il est noté SP de f. Maintenant, évidemment, si la matrice A elle est de taille 3, donc on ne va pas pouvoir trouver plus que 3 vecteurs propres. Hein? On est d'accord, à partir de ce que j'ai introduit au début. Et donc, puisqu'on a l'isomorphisme entre L de E et les matrices de taille n, Nn, donc on peut dire que si on a f ayant un spectre SP de f et la matrice A associée donnée par MFB, elle a le spectre de A, donc ces deux spectres sont les mêmes. Donc si on a une valeur propre pour f, elle est une valeur propre pour A, suivant la définition de la valeur propre pour une matrice, et vice versa. Et pareil, si on a un vecteur propre pour l'une des deux, pour f ou pour A, c'est un vecteur propre pour l'autre. Maintenant, on a dit que une valeur propre et un vecteur propre, c'est quelque chose qui vérifie f de x égale lambda x. Et donc, je peux réécrire ceci en disant que c'est f de
ou bien f moins lambda, l'application identité fois x égale 0. Et donc c'est la même chose. Donc on peut redéfinir la valeur propre et les vecteurs propres de cette manière. Lambda est une valeur propre de f et équivalent à dire qu'il existe x tel que f moins lambda e de x, et le e ici c'est l'application identité. Donc f moins lambda e de x c'est égal à 0. Et si f moins lambda e de x égale 0, donc c'est le ker de f moins lambda e qui est différent de 0. Parce qu'on peut trouver x tel que f moins lambda e de x est égal à 0 sans que x soit égal à 0. Du coup, le f moins lambda e ne sera plus injective. Pareil, si lambda est une valeur propre de A, donc je vais traduire tout ça en termes matriciels. Donc le ker de A moins lambda I qui est différent de 0. Si le ker est différent de 0, donc le rang qui est égal à la dimension de im A moins lambda I, donc le ker c'est la dimension de l'im. Donc ce rang doit être plus petit que n, parce que la dimension du rang de A moins lambda I, ou bien la dimension de l'im, plus la dimension du ker, doit être égale à n, à cause du théorème du rang. Donc si la dimension du ker n'est pas égale à 0, donc évidemment la dimension de l'im ne sera pas égale à n, qui est la dimension maximale. Donc ça sera plus petit que n. Et ceci signifie également, puisque la dimension de l'im ou bien le rang n'est pas égale à n, donc ça signifie que a moins lambda i n'est pas inversible, donc son déterminant est égal à 0. Donc, pour trouver la valeur propre, il suffit de trouver les valeurs lambda qui vérifient ceci. Donc il suffit de trouver le déterminant de a moins lambda i et chercher les lambda qui vérifient cette égalité. On en reparlera en fait plus tard. Mais maintenant, juste une petite remarque, c'est que si lambda est égal à 0, donc le déterminant de A ici sera égal à 0 parce que lambda est égal à 0. Et si le déterminant de A est égal à 0, donc f n'est pas injective ou bien A n'est pas inversible. Donc c'est pareil pour f et pour A. Voilà. Donc maintenant, je vais définir les espaces propres. Donc ayant lambda une valeur propre de f, on peut trouver ou bien on peut essayer de chercher des vecteurs propres, n'est-ce pas? Mais l'ensemble des vecteurs propres qui est associé à lambda, parce qu'on peut trouver 1, 2 ou plus des vecteurs propres associés à une valeur propre de lambda, rien n'empêche. Donc l'ensemble des vecteurs propres associés à une valeur propre, on l'appelle le sous-espace propre de E. En fait, plus précisément, c'est l'ensemble engendré par ces vecteurs propres. Parce que vous savez très bien que si on a V, un vecteur propre associé à une valeur propre, donc f de V égale lambda V, du coup, si on prend f de AV, ça va être égal à AF de V, donc A fois lambda V, donc lambda AV. Du coup, si V est un vecteur propre, donc AV est aussi un vecteur propre, mais il est collinéaire à V. Donc maintenant, l'ensemble de tous les vecteurs propres, donc V avec toutes les combinaisons possibles, ou bien V et W s'il y a un autre W, un vecteur propre associé à lambda, et il est indépendant avec V. Ça n'empêche pas d'avoir ça. Donc l'ensemble de tous les vecteurs propres et les combinaisons possibles forment le sous-espace propre de E. Donc si on est dans le cas F, ou bien dans le cas d'application linéaire, ou bien dans le cas matriciel, c'est la même chose. Et on l'appelle alors EF lambda, donc c'est l'espace propre associé à lambda, ou bien E à lambda si on est dans le cas matriciel, donc l'espace propre. Et donc, EF lambda c'est quoi alors? Ce sont tous les vecteurs qui vérifient f moins lambda e de x égale 0, donc c'est le ker de f moins lambda e, ou bien c'est le ker de a moins lambda i. Donc EF lambda, c'est un sous-espace de E stable par f. Donc si on prend un vecteur propre ou bien un vecteur de E, f lambda, et on applique f, c'est ce que j'ai dit avant, hein. Quand on a calculé dans l'introduction f de v, c'était quelque chose, c'était le v multiplié fois lambda 1, donc ça reste parallèle à v. Donc on obtient quelque chose qui est dans E lambda. Vous pouvez essayer de vérifier ça à partir des définitions et sans l'interprétation géométrique que j'ai fait au début. Donc E, f lambda, on dit que c'est un sous-espace stable par f.
Maintenant, on peut démontrer aussi que si f appartient à L de E, un endomorphisme, si on peut trouver P valeurs propres de f distinctes 2 à 2, et x1 et jusqu'à xp, les vecteurs propres associés, donc pour chaque valeur propre lambda 1 à lambda p, pardon, on a un vecteur propre associé, alors la famille des vecteurs propres obtenus est linéairement indépendante. Donc, deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes sont indépendants. Aussi, la somme des E f de lambda i est directe, dans le sens que on ne peut pas trouver un élément qui appartient à l'intersection de ces E f lambda i. Donc, on ne peut pas trouver un élément qui est en même temps vecteur propre associé à une certaine valeur propre et ce même vecteur propre associé à une autre valeur propre. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas d'intersection entre les espaces, donc la somme, elle est directe. Maintenant, pour caractériser ou bien pour démontrer que la somme est directe ou bien l'intersection est nulle, on peut démontrer, on fait, que si on prend un 1 à p des éléments de EF lambda 1 jusqu'à EF lambda p, donc si la somme de ces vecteurs est égale à 0, alors AI égale à 0. Donc chaque vecteur est égal à 0. Donc ça peut être utilisé pour faire cette preuve ou bien pour expliquer pourquoi la somme elle est directe. Donc on définit le polynôme caractéristique que j'ai évoqué avant mais sans l'appeler un polynôme caractéristique. Si on prend f un endomorphisme de LE ou bien A de MNK, donc toujours on a cette similarité entre l'endomorphisme ou bien la matrice. Donc on appelle le polynôme caractéristique de f et on le note PF ou bien le polynôme caractéristique de A on note PA comme étant le déterminant de A moins lambda I ou bien le déterminant de F moins lambda E. Donc pourquoi je fais ça? Parce que ce polynôme-là va être le polynôme dont les racines sont les valeurs propres. Parce que c'est ce que j'ai dit avant. J'ai dit, pour trouver les valeurs propres lambda, on va trouver les valeurs qui annulent le déterminant de A moins lambda I. Bah, c'est ça ce que j'appelle le polynôme caractéristique. Maintenant, on peut démontrer que, en calculant le polynôme caractéristique, donc là on a mis x, mais ça c'est bien le lambda, hein, c'est la même chose. Donc, puisque le polynôme caractéristique c'est le déterminant de A moins lambda I, donc si on a A par exemple 1, 2, 5, 3, le A moins lambda I va être 1 moins lambda, 2, 5, 3 moins lambda. Donc, et si on calcule le déterminant de ceci, c'est ce qu'on cherche, ça va donner un polynôme en lambda, ou bien en x, là on a noté x dans cet exemple. Donc si on calcule ce polynôme, on peut démontrer qu'il s'écrit comme moins 1 puissance n xn, plus moins 1 puissance n moins 1 fois la trace de A, qui est la somme des éléments de la diagonale, fois xn moins 1, plus un certain nombre de termes qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les mettre dans la formule, quoi. On peut les calculer dans un cas particulier, mais pas dans le cas général. Mais ces termes, ils ont des x à la puissance inférieure à n-1. Et finalement, le terme constant du polynôme va être le déterminant de A. Donc, ceci peut être important dans certains types d'exercices, on va le voir plus tard. Mais ce qui est le plus important, c'est dire que les racines du polynôme caractéristique sont les valeurs propres de f. Donc maintenant, pour trouver les valeurs propres, vous allez chercher le polynôme caractéristique et chercher ses racines. Maintenant, on définit l'ordre de multiplicité algébrique ou bien MA de lambda, d'une valeur propre lambda, et la multiplicité de lambda comme étant une racine du polynôme caractéristique. Donc si le polynôme caractéristique c'est lambda moins 3 au carré fois lambda moins 1, du coup lambda égale 3 est une valeur propre d'ordre 2 et lambda égale 1 est une valeur propre d'ordre 1. Maintenant, la multiplicité géométrique ou mg de lambda est la dimension du sous-espace propre associé, donc EF lambda. Donc la multiplicité géométrique de lambda, c'est la dimension de l'espace propre associé. Du coup, si pour lambda, on arrive à trouver deux vecteurs propres indépendants, par exemple pour un certain lambda, alors l'espace propre associé, puisqu'il est engendré par les vecteurs propres, sera de dimension 2. Donc lambda, la multiplicité géométrique de lambda sera égale à 2. Maintenant, on peut démontrer que si on a deux matrices semblables, donc semblable, ça veut dire que l'une elle est obtenue en changeant la base de la première. Donc deux matrices semblables, ils ont le même spectre. Donc si on a une matrice représentée dans une base, ou bien on la représente dans une autre base, et on calcule les valeurs propres, on va obtenir la même chose.
Et ceci est facilement démontrable, c'est pas difficile. Deux matrices semblables, c'est A' égale P-1 AP. C'est ce qu'on a dit dans l'introduction du chapitre. Donc, le P A', qui est le polynôme caractéristique de A', c'est le déterminant de A' moins lambda n, mais qui n'est autre que le déterminant de P-1 AP, parce que P-1 AP égale A'. Et donc, c'est le déterminant de P-1 AP moins lambda P-1 INP. Pourquoi? Parce que P-1 INP n'est autre que IN. C'est la même chose. Mais maintenant, je peux prendre un facteur commun à droite et à gauche, le P-1 et le P. Et au milieu, on aura le A moins X IN. Mais, on sait que le déterminant de ce produit-là, c'est le déterminant de la première matrice fois le déterminant de la seconde fois le déterminant de la troisième. Donc, on a le déterminant de P-1 qui est 1 sur le déterminant de P, fois le déterminant de P à la fin, ça se simplifie, ça donne 1, fois le déterminant de A moins lambda n. Du coup, c'est le déterminant de A moins lambda n, donc c'est le polynôme caractéristique de A. Donc, on a le même polynôme caractéristique pour A et A', du coup, on a les mêmes vecteurs propres. Évidemment, la réciproque n'est pas nécessairement vraie. On peut trouver deux matrices qui ont les mêmes vecteurs propres sans que ces deux matrices soient semblables. On continue les résultats de ce qu'on a avancé. Donc, déjà, si on a F un endomorphisme, B et B', deux bases de E, avec A la matrice associée à F et A' la matrice associée à F', alors P de A égale P de A'. Donc, c'est un résultat de ce qu'on a fait, de ce qu'on vient de faire. Donc, si on parle d'endomorphisme, c'est la même chose. On a le polynôme caractéristique de la matrice associée à un endomorphisme. A égale le polynôme caractéristique de la matrice associée à au même endomorphisme écrit dans la base B'. Et pourquoi ceci? Parce que si on écrit une matrice dans deux bases différentes, ces deux matrices seront semblables. On peut démontrer un résultat très important, c'est que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme F, c'est égal au polynôme caractéristique de la matrice associée. Parce que jusqu'à maintenant, on parle de matrices d'une part et de F de l'autre part. Maintenant, c'est la proposition qui va lier tout le monde. Cette proposition, elle nous dit que si B est une base de E et F est écrite dans la base B sous forme de matrice A, donc A c'est MFB, F c'est l'endomorphisme, alors le déterminant de F moins lambda I de E, ce n'est autre que le déterminant de la matrice de F moins lambda I de E dans la base B, qui n'est autre que le déterminant de A moins lambda IN. Du coup, puisque ceci ici est égal à ce qui est ici, donc le PF lambda égale PA lambda, et donc ils ont le même polynôme caractéristique, du coup le spectre de F est égal au spectre de A qui est la matrice de F associée à F dans la base B. Mais évidemment la matrice A, si elle est n par n, donc elle ne peut pas posséder plus que n valeurs propres. D'après toute la compréhension qu'on a fait avant, posséder plus que n valeurs propres, c'est posséder plus que n vecteurs propres. Et c'est impossible parce que si on a plus que n vecteurs dans un espace de dimension n, évidemment tout ce qui est supérieur à n vont être des vecteurs qui sont dépendants des autres, pas indépendants. Donc ça va être la même chose. Maintenant, si k est égal à c, donc le polynôme caractéristique, on va lui chercher les racines dans c. Et vous savez, dans c, tout polynôme est scindé. Scindé, c'est donc il possède des racines. Le nombre de racines qu'il possède est égal à son degré. Du coup, on a au moins une valeur propre parce que le polynôme il aura au moins une racine. Et aussi, on peut déduire que le spectre de A c'est égal au spectre de la transposée de A parce que les déterminants vont être les mêmes. Maintenant, il faut noter une chose, c'est que quelles sont les valeurs que la dimension de l'espace propre peut prendre? Évidemment, c'est plus grand ou égal à 1, déjà. Donc, un espace propre, il a une dimension plus grande ou égale à 1. Il ne peut pas avoir une dimension égale à 0. Parce que si la dimension est égale à 0, l'espace propre n'existe pas. Donc, l'espace propre, il est défini quand le vecteur propre, il est là. Et puisque le vecteur propre, il est là, et il engendre cet espace, lui, avec d'autres vecteurs propres éventuellement, mais au moins, il y a un vecteur propre qui est dans la base de cet espace, du coup, sa dimension est plus grande ou égale à 1. Maintenant, il est inférieur à R, qui est l'ordre de multiplicité algébrique de lambda. Et ça, c'est très important. On va regarder la preuve, pourquoi c'est vrai. Donc, regardons ici un peu la preuve. Si E lambda est différent de 0, donc évidemment, la dimension est supérieure à 1.
Maintenant, supposons que la dimension est égale à K. K peut être R ou plus R jusqu'à maintenant. Mais puisque la dimension est égale à K, donc on peut avoir E1 jusqu'à EK une base de EF lambda. Et d'après le théorème de complétude de la base, on peut compléter cette base pour avoir une base de E en entière. Donc on complète la base E1 jusqu'à EK, on la complète par des éléments de EK plus 1 jusqu'à EN et on obtient une base de E complète. Maintenant, si on écrit A dans cette base, si on écrit la matrice A dans cette base, ça va donner quoi? Donc A dans cette base, c'est F de cette base en fonction de cette même base. Donc on a F de E1, F de E2, etc. F de En en fonction de E1 jusqu'à En. Parfait. Le E1 c'est quoi? Le E1 c'est un élément de l'espace. Donc de l'espace EF lambda. Du coup, F de E1 c'est égal à lambda E1 parce que c'est un vecteur propre. Donc c'est lambda E1. F de E2 pareil. C'est égal à lambda E2 parce qu'on est toujours dans le même espace. Donc c'est la même valeur propre, lambda. Donc on va avoir lambda avec des zéros partout jusqu'à le terme K. Donc jusqu'à le kème terme. K et K. Et là, on va voir que des zéros. D'accord? Parce que f de 1 c'est lambda 1 et le reste c'est tout 0. Pareil pour f de E2 jusqu'à f de EK. Et après f de EK, on va avoir d'autres choses. Donc une matrice peut être pleine. D'accord? Maintenant, si on calcule le déterminant de cette matrice moins lambda E, donc on va voir ici, pardon, on va voir ici moins x, moins x, moins x. On calcule les valeurs propres x, disons. Lambda ici, c'est une valeur numérique, d'accord? C'est pas la variable qu'on souhaite chercher comme racine du polynôme caractéristique. Donc si on calcule ceci, le polynôme caractéristique, parce qu'on a toute cette partie-là, va être lambda moins x fois lambda moins x fois lambda moins x k fois, donc lambda moins x puissance k, fois autre chose. Du coup, lambda moins x puissance k, c'est un polynôme qui divise le polynôme caractéristique PA de x. Donc lambda, c'est une racine de multiplicité au moins k. Donc k est inférieur ou égal à r, et d'où le résultat. Du coup, on déduit que la dimension de ce E lambda est n moins le rang de f moins lambda i. Donc c'est n moins le rang, c'est le nombre de vecteurs propres indépendants associés à lambda. Qui n'est autre, si vous voulez, c'est n moins le nombre de vecteurs propres, donc la dimension du Ker de f moins lambda i. Donc dimension de E lambda, c'est égal à la dimension du Ker de f moins lambda i, et ça se voit ici. D'accord? Donc ça revient à ce qu'on a défini avant.